Bonjour et bienvenue au balado du groupe financier Bernard, l'édition du 29 septembre 2022, le quatrième podcast et le premier avec un invité. Comment ça va, Jean-Philippe? Ça va très bien, toi, Olivier. Oui, Malgré ça les va bien. marchés qui chutent et que l'anxiété sur les bourses semble être à la hausse, le moral va très bien. Parfait, excellent. Écoute, on va toucher un sujet un petit peu différent aujourd'hui. C'est au niveau de la fiscalité, puis l'efficience fiscale des portefeuilles. On va avoir un invité spécial, Serge Lessard, qui est avocat, planificateur financier et c'est également le vice-président adjoint au niveau de la fiscalité de la retraite, planification successorale pour le marché des particuliers pour investissement Manuvie. Écoute, avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on débute l'entrevue? Ben, écoute, j'ai trouvé le fun que Serge accepte notre invitation. Serge est une personne quand même assez bien reconnue au Québec pour ses opinions et tout son savoir sur les enjeux de fiscalité. Et puis, bon, veut pas, je pense que c'est bon d'avoir lui aujourd'hui pour nous expliquer certains éléments de base sur la façon d'optimiser le rendement après impôt pour certains types de clients. Donc, Serge va être avec nous pour nous parler de ça. Excellent, excellent. On débute l'entretien maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre capsule numéro 4 qui va traiter aujourd'hui de l'efficience fiscale des placements dans votre portefeuille. On a avec nous un invité aujourd'hui, un spécialiste de la fiscalité. En fait, Serge Lessard, qui est avec nous, est un avocat fiscaliste, planificateur financier, qui travaille chez Manuvie depuis plusieurs années et puis fait 20 ans d'expérience dans le marché, évidemment, là, des marchés financiers. Il va être là en support pour la force de vente, pour faire de la formation, pour répondre à des questions de droit et de fiscalité. Et donc, ça va être intéressant d'avoir son opinion aujourd'hui sur nous, ce qu'on considère être un élément très important au sein de la gestion de portefeuille, l'efficience fiscale. Alors, bienvenue, Serge. Oui, bonjour Jean-Philippe. Alors, bien, merci d'être avec nous aujourd'hui, Serge. Donc, écoute, petit format aujourd'hui, questionnaire. Je vais te poser quelques questions. Et puis, l'idée, c'est d'éclairer un peu notre auditeur, l'auditoire, en fait, à mieux démystifier l'efficience fiscale. Parce que souvent, les clients ont tendance à regarder le rendement sans faire attention à l'impôt qu'ils vont payer sur leur placement. Donc, on le voit souvent. Et puis, bien, ultimement, quand on leur parle d'efficience fiscale, ça ne les rejoint pas toujours. Donc, tu vas être là un peu pour expliquer là, pourquoi c'est important. Donc, justement, ma première question pour toi, Serge, pourquoi qu'on doit accorder de l'importance à l'efficience fiscale dans les revenus de placement, notamment dans les comptes non enregistrés et dans les compagnies de gestion, corporations? Bien, c'est pas tellement compliqué parce que, dans le fond, les gens, ce qu'ils font, c'est une planification financière. Quoi qu'ils l'aient fait faire par vous ou non, les gens dans leur tête ont des buts, des objectifs. Alors aujourd'hui, la planification financière, c'est quoi ma situation actuelle? Donc le point A, puis où est-ce que je veux me rendre dans mes objectifs financiers, qui est le point B. Donc, pour se rendre de A à B, j'ai peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe le temps que j'ai pour me préparer, pour accumuler, etc., pour atteindre mon objectif. Donc, dans les choses qu'il faut regarder pour atteindre nos objectifs financiers, entre autres, bien sûr, il y a le rendement, il y a les investissements de plus que je peux faire, donc ma contribution à mon portefeuille en rajoutant de l'argent toujours en épargne, etc. Donc, l'accumulation, ça, c'est une chose. Par contre, en plus de ces plus-là, il y a aussi des moins. Des moins qui vont m'éloigner de mon objectif. Puis principalement, ben, c'est la fiscalité, entre autres. Oui. Quand on a des taux d'impôt dans le bout de 50 ben, à peu près à ce moment-là, c'est sûr que ça a un impact majeur sur nos rendements. As-tu un exemple à me donner, par exemple, Oui, sur un effectivement. type de fiscalité entre les différents revenus de placement? Ben, effectivement. Si, par exemple, on va dire une personne qui a un revenu de placement, un revenu personnel assez élevé, peut être environ à 50 de taux d'impôt. Mhm. Donc, si on gagne des revenus d'intérêt, donc on fait ça on place notre argent dans un CPG, à ce moment-là, on va gagner, mettons, par exemple, 5 000 d'intérêt dans une année. Mais notre 5 000 à notre taux d'impôt, on va peut-être payer environ 50 on en perd donc 2 500. Mm. Par contre, dans les revenus de placement, on n'a pas juste des intérêts. On a aussi d'autres sortes de revenus de placement. Par
exemple, si on a acheté des actions canadiennes ou un fonds d'actions canadiennes, à ce moment-là, on peut obtenir des dividendes canadiens. Mais les dividendes canadiens comme ça, le taux d'impôt maximum, il n'est pas de 50 ou 53,31 ou dans ces coins-là. Le taux maximum est à 40,11. Donc, grosso modo, là, c'est du 40 d'impôt au lieu du 50 d'impôt à peu près. Donc, Bon, sauver 10 déjà un gain. c'est majeur. Ouais. Et puis, il y a, je crois aussi le gain en capital là, qui peut être utilisé quand on utilise certaines formes de placement qui génèrent du gain en capital. Tout à fait. Comme le taux maximum d'impôt est à peu près de 50 si quelqu'un réalise une croissance sur ses investissements, ce qu'on souhaite évidemment, bien à ce moment-là, la croissance sur les investissements, son portefeuille qui valait 100 000 en vaut maintenant 110 000. Donc, à ce moment-là, il y a 10 000 de croissance. S'il vend le portefeuille pour acheter d'autres titres de placement, il va faire 10 000 de gain en capital. Alors, ce gain en capital-là, normalement, devrait être imposé à 50 Sauf que pour le gain, contrairement aux autres placements, il y en a juste la moitié qui est imposable à 50 Donc, autrement dit, on prend le 10 000, on multiplie par 50, puis on va rajouter 5 000 dans notre rapport d'impôt en revenu, puis on va payer l'impôt, mettons qu'on est à 50 donc 2 500. Donc, au lieu de payer 5 000 d'impôt, on en paye 2 500 sur 10 000. OK, très bien. Très clair. Très clair. C'est clair? C'est Donc, clair. Très clair. c'est sûr Écoute, qu'il n'y a pas que l'impôt, hein. Il n'y a pas que l'impôt qui sont des moins dans notre planification financière. Il y a d'autres non, choses, mais c'est oui, quand même un élément majeur, sinon un des plus importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut en tenir compte. Et souvent, ben, on passe à côté parce qu'on a des placements qui sont enregistrés, donc des comptes que l'impôt, il n'y en a pas pour le moment, on la payera plus tard, mais on oublie qu'on a d'autres comptes que c'est pas comme ça du tout. Puis dans des corporations, c'est toujours des comptes qui sont imposables. Ce n'est pas des comptes à l'abri de l'impôt. Donc, c'est important de tenir compte de cet élément-là. tout à fait. Ben, c'est ce qu'on s'efforce de dire à nos clients d'ailleurs quand on leur présente nos solutions où on va effectivement faire des choix plus efficients. Et d'ailleurs, à cet effet, ça m'amène à ma deuxième question. Euh, Existe-t-il, je connais la réponse, mais je te la pose, existe-t-il des solutions de placement capables de diminuer l'impôt ou même favoriser le rendement après impôt? Hein? C'est-à-dire, je te donne un exemple, tu parlais de revenus d'intérêt tantôt qui sont imposés à 50 Est-ce qu'on est capable d'investir dans un fonds de revenus fixes, obligations, par exemple, et de finalement générer un rendement sous forme de gain en capital ou de dividende, mais bon, en tout cas, avoir une fiscalité qui est plus efficiente que si on achetait un fonds en fiducie qui, lui, va te générer directement les revenus. C'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des fonds, l'élément numéro un, c'est le rendement. Après ça, c'est la fiscalité. Donc, entre deux fonds, qui ont le même rendement ou un rendement similaire potentiel, mais là, on peut en choisir un que sa fiscalité est un peu meilleure. Alors, c'est quoi ces options-là de plusieurs types de fonds qui ont une meilleure fiscalité ou non? Entre autres, on a ce qu'on appelle les fonds mutuels réguliers. On appelle ça des fonds mutuels fiduciaires. Donc, Oui, normalement, les gens en général, ils ont des fonds mutuels réguliers. oui, Mais il existe un autre type de fonds qui sont des fonds mutuels en catégorie de société. Ça, oui, c'est pas compliqué, là. Ça veut juste dire qu'au lieu d'acheter des parts d'un fonds, tu achètes des actions d'une compagnie de fonds. oui, Donc, la structure du fonds est différente, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bien, c'est les fonds en catégorie de société ont l'avantage de convertir indirectement une partie du rendement en gain en capital, puis de diminuer les distributions imposables. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, là, diminuer les distributions imposables? Ça veut dire que annuellement, au lieu de recevoir 25 000 par exemple, de distribution du fonds, puis il faut payer l'impôt là-dessus, bien, généralement, on va en garder une plus grande part de ce 25 000-là de revenus à l'intérieur du fonds, ce qui veut dire qu'on ne payera pas tout de suite l'impôt. On va la reporter. Ce qui est bien, parce que c'est quand on ça. reporte l'impôt, ben, on va payer notre impôt plus tard, oui, mais en même temps, en attendant, on a plus d'argent investi. Donc, on fait plus de rendement. Ça augmente le rendement composé de l'investissement. Effectivement. Donc, les fonds en catégorie de société, oui, le rendement composé et même le rendement composé net en plus après impôt, ce qui est vraiment, vraiment intéressant parce que souvent, quand on fait des comparaisons, on a tendance à comparer la valeur brute des fonds, des placements. C'est bien, c'est un point de départ, mais c'est la valeur nette
qui se trouve être au bout de la ligne la plus intéressante. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Good. Donc, merci pour cette clarification. Outre, évidemment, la fiscalité ou l'efficience fiscale qu'un fonds peut avoir, est-ce qu'il existe d'autres stratégies qu'un investisseur peut utiliser? Je donne un exemple. On voit cette année, il y a des pertes dans les portefeuilles. Ce n'est pas la meilleure année pour les investisseurs. Est-ce qu'un investisseur pourrait effectivement procéder à faire des ventes pour pertes fiscales? C'est-tu une stratégie que tu recommandes? C'est une stratégie intéressante. Souvent, on la surévalue, mais elle est vraiment quand même intéressante. Par exemple, on a quelqu'un qui a un portefeuille, puis à cause de tous les soubresauts du marché qu'on a pu connaître dans les derniers temps, le portefeuille a eu des bas. Alors, s'il y a eu des bas, puis qu'à un moment donné, la valeur est en dessous de ce qu'on a investi, on pourrait avoir une perte en capital. Mais pour avoir la perte, il faut vendre. Fait que si notre portefeuille valait 100 000, il en vaut 90. On l'avait investi à 100 000, puis maintenant, il en vaut 90. Bien, même si j'ai une perte, la perte, il ne se passe rien fiscalement. Il faut absolument que ce soit une situation où ce que je vais vendre le 100 000, en fait, le 90 000 qui me reste, ça me fait une perte. Donc, je peux prendre 10 000 pièces de perte en capital, puis l'appliquer dans mon rapport d'impôt. À vrai dire, la moitié est applicable. Puis, et après ça, je peux réinvestir tout simplement, puis attendre que le marché remonte. Merveilleux. Sauf que il faut quand même vendre pour aller chercher cet argent-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va réaliser une perte, ça va nous donner peut-être un remboursement d'impôt. Maintenant, le remboursement d'impôt veut dire que quand mon fonds va remonter un jour, ben, si j'avais vendu mon fonds à 90 000, mon gain va être maintenant calculé à partir de 90 000 quand je vais le revendre. Donc, je vais avoir un plus grand gain imposable quand je vais revendre ce placement-là dans le futur. Mais au moins, j'ai bénéficié d'une perte, donc j'ai eu un remboursement d'impôt. Les deux s'équivalent. Par contre, le fait d'aller chercher mon remboursement d'impôt, de faire exprès pour aller réaliser ma perte, c'est-à-dire vendre le placement puis obtenir mon remboursement, faire ça, ça veut dire que j'obtiens un remboursement, je peux le placer, donc je peux avoir un rendement sur ce remboursement-là. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie que de vendre quand on a des pertes pour racheter après, puis à obtenir un remboursement d'impôt? Oui. Par contre, c'est le rendement sur le remboursement d'impôt qui est intéressant et non C'est pas ça. le remboursement lui-même. C'est sûr que c'est toujours intéressant pour quelqu'un de recevoir un remboursement d'impôt, c'est vraiment le fun. Sauf qu'il faut comprendre qu'on n'a pas nécessairement besoin de ce remboursement-là. Puis de toute façon, on va replacer l'argent, puis de toute façon, on va un jour faire un gain, parce que c'est ça l'objectif. Exact. Et puis c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de produits de placement qui sont presque similaires, mais pas nécessairement les mêmes. Donc, essentiellement, on pourrait, par exemple, vendre un fonds qui est sur le marché américain pour en acheter un autre qui suit plus ou moins le même marché et donc qui est 100% corrélé ou presque, et d'avoir effectivement une reconnaissance de cette perte-là en vendant le fonds à perte pour en rachetant l'autre tout de suite. Ça nous permet de rester exposé à la source de rendement tout en étant capable d'aller cristalliser des pertes immédiatement. Tout à fait, parce que le problème que tu soulèves là, c'est si j'ai un produit, mettons 100 000 de placement, je le vends, puis qu'après, parce que je suis rendu à perte à 90 000, bien à ce moment-là, j'ai le droit à ma perte. Mais si je rachète immédiatement le même placement, c'est-à-dire dans les 30 jours que je l'ai vendu, ma perte, elle est reportée. Je l'aurai un jour, je ne pourrai pas m'en servir tout de suite. C'est ça. Donc, à ce moment-là, la stratégie dont tu parles, c'est de dire, ben, je ne vais pas racheter immédiatement le même placement ou dans les 30 jours. Je vais en acheter un similaire qui m'expose de façon similaire au marché sans prendre le même. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le même placement, mais je suis financièrement dans la même situation d'investissement à peu Exactement. près. C'est ça. C'est une bonne stratégie, clairement. Oui, good. Donc, pour terminer, pour le propriétaire d'entreprise, évidemment, le comptable peut-il aider à réduire l'impôt du client avec des stratégies de décaissement pour les sociétés? Parce qu'on sait qu'il y a des stratégies plus efficientes que d'autres. Puis ça, on va rester assez sommaire là, parce que ça peut devenir très technique, mais je voulais avoir ton opinion là-dessus.
Oui, effectivement, le comptable peut aider. Par contre, est-ce que ça diminue l'impôt, là? Quand on parle de décaissement, OK, on décaisse nos actifs personnels, on décaisse nos actifs de la compagnie parce qu'on est rendu probablement à la retraite. Donc, on veut aller chercher de l'argent de nos affaires pour être capable de manger, vivre et bénéficier de notre retraite comme il faut. Quand on fait ça, là, on n'est généralement pas, il y a des exceptions, généralement pas en train de sauver de l'impôt, même si on y va de la meilleure façon possible. On est en train de reporter l'impôt. Donc, le comptable, ce qu'il peut faire, c'est dire, au lieu de retirer tel type de dividende de la compagnie ou tel type de placement personnel, à ce moment-là, au lieu de faire ça, je vais en retirer une autre sorte. Parce que cette autre sorte-là coûte la moitié moins en impôts. Par exemple, je vais faire exprès de réaliser du gain en capital au lieu de faire un retrait de ma compagnie venant en dividende, par exemple, dans certains cas. Alors, si je fais ça, je vais faire un retrait qui coûte moins cher en impôts, mais je vais le faire avant un autre retrait, parce que l'autre retrait, je le ferai l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que je retire. Fait que, donc, l'idée, c'est de retarder le moment où ce qu'on paye le plus d'impôts, commencer par des choses qui coûtent moins d'impôts pour le moment, donc on ne sauve pas d'impôts, on reporte l'impôt. Mais le résultat, c'est que si j'ai reporté beaucoup d'impôts, en attendant, je l'ai eu dans mon portefeuille, cet argent-là. Donc, en attendant, j'ai fait du rendement dessus. Donc, j'ai augmenté mon rendement global. Et comme je dis toujours à mes clients, pour les situations de fiscalité, d'optimisation fiscale, il faut en parler à son comptable ou son fiscaliste, qui est la personne idéale pour pouvoir répondre à ça. C'est ça. Donc, parce que je veux pas, ça peut devenir complexe selon les situations. Donc, écoute, Serge, ça résume un peu les questions que je voulais évaluer avec toi aujourd'hui. J'espère que l'information qu'on a véhiculée va être susceptible d'éclairer les investisseurs et de faire effectivement dans le futur des choix de placement qui sont plus efficients au niveau fiscal. Alors, merci encore, Serge. Merci à toi. C'était Ben un oui, plaisir. puis écoute, on pourra éventuellement peut-être faire une capsule numéro 2 avec peut-être d'autres types de thèmes plus complexes, mais on l'évaluera dans le futur. Alors, merci encore et bonne journée à tous. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On se reparle pour le balado numéro 5. Merci. Bonne journée. Les points de vue exprimés lors de ce balado ne sont que des informations générales qui peuvent s'appliquer ou non à votre situation. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal dans tous les cas. Merci.